Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à une autre façon de définir des types nommés en Swift grâce aux classes. Nous verrons les notions d'init, de d'init, d'héritage, d'override, de typecasting ou encore de polymorphisme. Alors SwiftUI, c'est un framework qui se repose beaucoup moins sur l'utilisation des classes que son aîné UIKit, mais c'est important que vous sachiez comment elles fonctionnent. Cet épisode, c'est un épisode de reprise et il est plutôt dense, donc je vous invite à nous rejoindre sur le serveur Discord pour, si vous avez des questions, nous les poser. Allez, en attendant, moi je vous dis bon cours. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une classe ? Comme je l'ai dit dans l'intro, une classe permet de définir un type nommé qui peut posséder des propriétés et des méthodes. Les types, rappelez-vous, nous servent tout simplement à représenter les choses dans nos programmes. Les strings représentent du texte, les int représentent les nombres entiers, ou encore vos propres types comme utilisateur représentent un utilisateur dans votre application. Pour définir une classe, vous allez voir, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait fait avec les structures. On a d'abord le mot-clé classe, suivi du nom de votre type. Je vais la nommer personne, et j'ouvre les accolades. Dedans, je peux mettre mes propriétés et mes méthodes. Je vais mettre deux propriétés, prénom de type string et âge de type int. Là, on a un message d'erreur qui nous informe que la classe personne n'a pas de constructeur. Effectivement, les classes, contrairement aux structures, ne possèdent pas le constructeur de membre par défaut. Vous comprendrez plus tard dans le cours pourquoi. Pour définir un constructeur, c'est comme pour les structures. On utilise la méthode init pour assigner des valeurs aux propriétés. Ici, je passe deux paramètres, prénom de type string et âge de type int. Mon constructeur s'occupe d'assigner prénom à la propriété self.prénom et âge à self.âge. Ici, je suis obligé de mettre self pour que le compilateur comprenne que self.prénom et self.âge font référence aux propriétés de personne et non aux paramètres du init. Je n'ai plus de message d'erreur, je peux maintenant créer une instance de mon type personne. Let Pierre égale personne, et je passe la string Pierre et 40 pour l'âge dans le constructeur. On peut également définir des méthodes. Func se présenter, qui va juste faire un print je m'appelle dans lequel j'interpole prénom. Mon instance Pierre peut maintenant se présenter. Les classes possèdent une méthode optionnelle qui est le d'init. Cette méthode, quand vous en définissez une, est déclenchée quand l'objet est désalloué. Désalloué, ça veut dire supprimer de la mémoire de la machine. Je passe rapidement sur cette notion, car à ce stade, vous n'allez pas forcément en avoir besoin. On fera un cours complet sur la gestion de la mémoire plus tard. La programmation orientée objet repose sur la notion d'héritage, dont on va parler maintenant. J'ai défini deux classes, une classe personne qui a deux propriétés, prénom et âge, et une classe employé qui a trois propriétés, un prénom, un âge et une entreprise. Faites pause à la vidéo et prenez un instant pour réfléchir à ce qui pourrait être amélioré dans cet exemple. Vous l'avez ? Ces deux classes partagent les deux mêmes propriétés, prénom et âge, qui définissent une personne. Grâce à l'héritage, on va pouvoir transmettre les propriétés d'une classe à une sous-classe. Ici, on pourrait donc dire que la classe employé hérite de la classe personne. Voyons comment faire ça dans le code. La classe personne, je n'ai pas besoin d'y toucher, car elle a les propriétés prénom et âge. Ce sera la classe de base, ou superclasse, qui correspond à la classe la plus haute dans la hiérarchie dans l'exemple. La classe employé, on a dit qu'elle hérite des propriétés prénom et âge de personne. Pour ça, on met $personne après le nom du type. Je peux supprimer les propriétés prénom et âge de la définition de la classe employé. Plusieurs erreurs apparaissent au niveau du constructeur. Ces erreurs proviennent du fait qu'il faut maintenant utiliser la méthode superinit pour initialiser la superclasse. Pour ça, je remplace self.person et self.âge par le constructeur superinit dans lequel je passe prénom et âge. Il faut bien mettre dans l'ordre l'assignation des propriétés de la classe dans laquelle on se trouve, puis mettre le superinit. Si j'inverse, on a un message d'erreur.
Je crée une instance Pierre qui est un employé en utilisant son constructeur. Et je passe Pierre au prénom, 40 en âge et Conto en entreprise. Ici, j'utilise l'init d'employé pour construire l'instance Pierre. Ce dernier assigne d'abord la propriété entreprise du type employé et appelle le superinit, c'est-à-dire le constructeur de la classe de base personne, pour assigner le prénom et l'âge. Pierre possède les trois propriétés, c'est un employé, mais aussi une personne. Pour insister, je vais créer une classe développeur qui est une sous-classe d'employé avec une propriété langage préféré de type string. Le constructeur a les 4 paramètres prénom, âge, entreprise et langage préféré. J'assigne d'abord langage préféré à self.langage préféré et j'utilise le superinit qui fait cette fois-ci référence à la superclasse du dessus, donc c'est-à-dire employé. Je vais modifier la constante Pierre pour que ce soit une instance de type développeur. Ce qui est important que vous compreniez, c'est l'ordre d'initialisation. Quand j'ai créé l'instance Pierre qui est de type développeur, j'ai passé les arguments dans son constructeur. Son constructeur, lui, a d'abord assigné les propriétés de sa classe, donc ici, langage préféré, puis a appelé la méthode superinit qui instancie l'employé en assignant le paramètre entreprise à self.entreprise et à son tour appelle le superinit de personne qui assigne lui prénom et âge à ses propriétés. Alors ce qui fait qu'au final, la première instance à être initialisée, c'est la plus haute dans la hiérarchie, la base, et ça redescend de sous-classe en sous-classe jusqu'à la plus basse. Pour vous aider à visualiser tout ça, je vais juste mettre des prints dans tous les inits. Dans la console, on a dans l'ordre fin init personne, puis fin init employé, puis fin init développeur. C'est logique parce que la méthode init de développeur appelle la méthode init d'employé qui lui-même appelle la méthode init de personne. Si vous ne voulez pas qu'on puisse hériter d'une classe, mettez le mot-clé final avant le mot-clé classe. Alors pourquoi on fait ça ? C'est premièrement pour permettre au compilateur d'effectuer des optimisations et c'est également une bonne pratique. Ça permet vraiment d'expliciter votre code, vos intentions, que ce soit pour vous plus tard ou pour vos collègues. Si une sous-classe essaie d'hériter d'une finale classe, il y aura un message d'erreur. Ce faisant, ça va vous permettre de prendre un instant de réflexion pour savoir si c'est réellement ce que vous voulez ou ce que vous devez faire dans votre logique de code. Maintenant, on va voir comment override une méthode. Pour ça, j'ai défini deux classes. La classe de base personne avec une propriété prénom et une méthode se présenter et une sous-classe développeur qui hérite de personne. J'ai déclaré Pierre qui est une instance de développeur. Je peux donc lui demander de se présenter. Dans la console s'affiche je m'appelle Pierre. J'aimerais changer la méthode se présenter quand le type est développeur. Comme il en existe déjà une dans la superclasse, il faut utiliser le mot-clé override pour outrepasser celle-ci. Si je commence à taper se présenter, l'autocomplétion me propose directement override se présenter. Je peux passer les instructions, je copie le print je m'appelle interpolation prénom et je rajoute le print je suis développeur. Si j'exécute le programme, on a bien je m'appelle Pierre, je suis un développeur. Ça correspond donc à l'appel de se présenter sur Pierre qui est une instance de type développeur. Je peux améliorer mon code. Au lieu de recopier le print je m'appelle interpolation prénom, je peux directement utiliser super.seprésenter pour appeler celle-ci. Parlons maintenant de polymorphisme. Le polymorphisme, c'est la capacité qu'a votre programme à considérer votre objet différemment en fonction du contexte. Pour illustrer ça, on a toujours nos deux classes, personne et développeur qui hérite de personne. Juste en dessous, j'ai défini une fonction pour accueillir les personnes dans mon entreprise. Elle prend un paramètre de type personne
et print bienvenue, dans lequel j'interpole la propriété prénom de personne, dans notre entreprise. En dessous, j'ai déclaré deux instances, une Pierre de type personne et une Sarah de type développeur. Je peux, grâce au polymorphisme, passer lors de l'appel de la fonction une instance de type personne, mais également toute instance qui hérite de personne, comme Sarah qui est une développeuse qui hérite de personne. Dans la fonction, Swift sait uniquement que Sarah est une personne. En exécutant le programme, tout marche bien. On comprend donc que le polymorphisme est avantageux si vous avez plusieurs classes qui héritent d'une superclasse. Au lieu d'avoir plusieurs fonctions identiques, de recopier plusieurs fonctions identiques pour toutes les sous-classes, vous pouvez avoir une fonction pour la superclasse. Dernière chose qu'on verra aujourd'hui, c'est le typecasting. Caster veut dire mouler. Donc le typecasting, c'est en quelque sorte le principe de mouler une instance d'un type dans un autre type. Pour ça, il existe 4 opérateurs. Le as, le as point d'interrogation, le as point d'exclamation et le if. Voyons voir leur fonctionnement. J'ai encore une fois défini une classe personne et une sous-classe développeur. Je n'ai pas mis de propriété parce qu'on n'en a pas besoin dans l'exemple, mais développeur possède une méthode développer une app. J'ai déclaré une constante Sarah de type développeur et Pierre de type personne. Je peux mouler Sarah qui est de type développeuse en personne. J'ai déclaré une constante Sarah as personne et j'ai assigné la valeur de l'expression du moulage de Sarah as personne. Si je regarde le type de la constante, on peut voir que c'est une personne. Si j'essaye de convertir Sarah en une string, le compilateur m'informe d'une erreur car ce n'est pas possible. On ne peut pas convertir Sarah en string et le as permet de nous en informer à la compilation du code. Maintenant, on va voir l'opérateur as point d'interrogation. J'ai déclaré une constante Pierre as développeur et j'ai assigné la valeur de l'expression Pierre as développeur en utilisant cette fois-ci l'opérateur as point d'interrogation. Ce que je fais ici, c'est du downcasting, car on essaye de mouler vers le bas une superclasse en une sous-classe. Ici, j'essaye de mouler Pierre, qui est une personne, en développeur. Si le cast fonctionne, la valeur est retournée par l'expression, sinon, l'expression retourne nil. Par conséquent, Pierre as développeur est une constante de type optional développeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, vous avez plus d'informations que Swift à la compilation. Par exemple, j'ai mis mes deux instances, Pierre et Sarah, dans un tableau et j'ai assigné le tout dans une constante personne. Pour Swift, le type de cette constante, c'est un tableau de personnes, même si nous, on sait que Sarah est dedans et que c'est un développeur. Juste en dessous, j'ai fait une boucle sur le tableau de personnes. Pour chaque personne dans mon tableau de personnes, j'utilise un iflet pour déballer la valeur retournée par l'expression personne as développeur. Donc, si l'expression personne as développeur renvoie nil, rien n'est exécuté, et si le moulage de l'élément itéré en développeur fonctionne, la méthode développer une app est appelée. Si j'exécute le programme, on a une fois OK au boulot dans la console qui correspond au cast de l'élément Sarah du tableau personne dans notre boucle. Maintenant, toujours pour faire du downcasting, on a le as point d'exclamation. Si vous avez vu l'épisode précédent sur les optionnels, vous devez comprendre ce qu'il fait. Le as point d'exclamation dit à Swift « moule-moi ce type en ce type ». Vous devez donc être certain que c'est ce que vous voulez faire. Exemple, ici je force le moulage de Pierre en développeur. Je peux donc utiliser la méthode développer une app sur cette expression. Si je lance l'exécution de mon code, mon programme crache car le moulage n'a pas marché. Il faut donc faire très attention avec le as point d'exclamation, car comme avec le as avec le point d'interrogation, l'expression est évaluée à l'exécution et non à la compilation. Pour finir, on peut vérifier si une instance est d'un certain type grâce au is. J'ai encore une fois défini une boucle sur personne, et cette fois-ci on a un if qui vérifie si l'élément itéré, personne, est un développeur en écrivant if person is développeur. Et si c'est le cas, un print va être exécuté. Le is ne cherche donc pas à mouler en un autre type. Voyez vraiment ça comme une question. Dans notre cas, je dis, est-ce que la personne est un développeur ? Si oui,
exécute le print. Ici encore, il y a une seule fois, un développeur se trouve dans les personnes, dans la console, car la condition a été vraie uniquement pour l'élément Sarah. Pour résumer ce cours, nous avons vu qu'on utilisait les classes pour définir un type nommé. On a abordé l'héritage, qui offre l'avantage de partager les comportements définis dans les superclasses à différentes sous-classes, et ainsi respecter le principe de responsabilité unique. Dans notre exemple, la classe personne était responsable de posséder le prénom et l'âge, et la classe développeur possédait ce qui était en relation avec le développement. Ensuite, nous avons vu les mots-clés final et override qui nous permettaient d'expliciter clairement nos intentions. Le polymorphisme lui permettant de considérer un objet différemment en fonction du contexte. Et enfin, le typecasting pour mouler un type en un autre. Félicitations si vous êtes arrivé au bout de ce cours. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout compris, c'était une notion complexe, on a vu beaucoup de nouveaux concepts, donc votre cerveau va peut-être avoir besoin de digérer un petit peu. Comme toujours, si j'ai pu quand même vous aider, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime à cette vidéo. Nous verrons dans un prochain épisode, bien sûr, la différence qu'il existe entre les classes et les structures. En attendant, moi je vous dis à la prochaine.